4 acteurs de la fabrication de la ville dans la métropole et qui ont voulu se réunir aujourd'hui parce qu'elles partagent en fait le même constat qui est beaucoup de paradoxes dans les différents sujets qui sont abordés lors des campagnes municipales, en particulier entre les thèmes de l'urbanisation, du logement qui sont au cœur de beaucoup de discours et les enjeux d'aujourd'hui de la transition écologique et de la transition sociétale. Donc je vais les laisser se présenter très rapidement, on passera ensuite à quelques questions pour les uns et les autres et puis on vous laissera du temps bien sûr par la suite pour vos questions à vous, sachant qu'on va essayer de terminer à midi puisqu'il y a d'autres sujets dans l'actualité aujourd'hui. Alors, monsieur Christian Surgé, président de la Fédération régionale des travaux publics de Nouvelle-Aquitaine, je vous laisse présenter votre structure, monsieur Surgé. Donc, la Fédération des travaux publics est une fédération qui des affaires qui regroupe donc tous les professionnels des travaux publics. C'est notre vocation. Notre vocation, c'est de construire au service du citoyen. Nous ne sommes pas là pour faire des routes pour faire des routes, pour faire des ponts pour faire des ponts, ou construire des voies ferrées pour construire des voies ferrées. Nous le faisons parce que nous considérons que c'est utile. Nous filons l'eau à la porte du robinet, à la porte de chaque logement. Notre métier, c'est de servir. C'est pour ça que j'ai le plaisir à dire que notre métier, c'est un métier au service du public. Marie-Ange Guérin-Ross, donc présidente de la Fédération française du bâtiment Gironde. Donc, bonjour à tous. Moi, je voulais vous donner quelques chiffres. Le bâtiment en Gironde, c'est 29 000 salariés, c'est 5 200 entreprises et c'est la réalisation de 3 milliards de chiffre d'affaires annuel donc dans le métier du bâtiment. Un chiffre à retenir également, c'est 8% du PIB en département. C'est à peu près le même parallèle au niveau national. Donc c'est intéressant d'avoir 8% du PIB national et 8% du PIB sur le département. On est, et je vais bien le dire, on est un des tout premiers employeurs sur le département. Notre fédération, c'est 725 adhérents et qui représente 12 500 salariés et qui, de l'artisan travaillant seul au grand groupe, en passant par les entreprises de taille intermédiaire. Dans notre fédération, tous les métiers y sont représentés, y compris les aménageurs, promoteurs et constructeurs. J'ai envie de dire que nous sommes l'organisation professionnelle la plus représentative du secteur du bâtiment. Nos 4 missions principales sont informer, représenter, conseiller et rassembler. Je finirai mon propos en disant que je suis très heureuse, Marie, vous l'avez précisé, je suis très heureuse et très fière d'être avec ces 3 autres personnes. On est réunis et unis côte à côte. Et je pense que c'est très important pour défendre une seule chose, l'intérêt général. Merci. Arnaud Roussel-Couvreau est président de la Fédération des promoteurs immobiliers Nouvelle-Aquitaine. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis promoteur régional puisque je suis associé de la société Safran Immobilier et je suis depuis 1 an et demi président de la Fédération des promoteurs immobiliers de Nouvelle-Aquitaine, qui est donc la représentation régionale de la Fédération des promoteurs immobiliers, qui est une instance professionnelle représentant l'essentiel des promoteurs immobiliers du territoire pour le secteur privé. C'est notamment l'organisation professionnelle qui négocie les accords de branche. Alors, je n'ai pas de chiffre précis sur le volume d'activité, puisque c'est difficilement traçable sur le territoire, mais au niveau national, le chiffre d'affaires de la promotion immobilière représente 41,9 milliards d'euros, ce qui est évidemment énorme. Il y a à la Fédération des promoteurs immobiliers 630 adhérents et ce qui est à peu près représentatif de la force de la Nouvelle-Aquitaine. Nous avons sur la Nouvelle-Aquitaine 77 adhérents, dont 63 promoteurs immobiliers, qui peu ou prou représentent plus des 2/3 de la production de logements neufs sur le territoire. Alors notre rôle, c'est essentiellement de promouvoir évidemment les intérêts de notre secteur d'activité et nous sommes un interlocuteur privilégié dans le cadre des discussions que nous pouvons avoir avec les collectivités locales et avec les élus pour porter le logement, mais pas uniquement le logement, puisque nous intervenons aussi beaucoup sur tout ce qui est
Et on met à disposition des élus un observatoire national qui permet de quantifier et d'évaluer tout ce qui est produit en termes de logement et d'activité sur le territoire national et au travers de l'OISO, l'Observatoire immobilier du Sud-Ouest, sur notre région Nouvelle-Aquitaine. Et enfin, Virginie Gravière, donc présidente de l'Ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine. Bonjour à tous, je suis architecte aussi à Bordeaux. Je vais vous dire quelques mots sur l'Ordre, parce qu'il peut être assez méconnu. C'est un organisme de droit privé avec une mission de service public qui est conférée par l'État au travers de la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977. C'est une instance nationale subdivisée en conseils régionaux en charge de régir l'exercice de la profession, qui garantit le respect de la publique, de l'architecture et les enjeux liés à l'aménagement du cadre de vie. Les architectes élus au conseil, au sein du conseil avec moi, représentent, et dans les conseils régionaux bien sûr, représentent la profession auprès des pouvoirs publics et des décideurs privés, toujours dans l'esprit d'intérêt public de l'architecture. Ce n'est ni un syndicat, ce n'est ni une institution corporatiste. Par sa neutralité et son objectivité, l'Ordre est un organisme de légitimation de la profession, de son image, de ses pratiques et de ses savoir-faire. Se représente au niveau national 30 000 architectes et notre conseil représente en Nouvelle-Aquitaine 2500 architectes. Sur Bordeaux Métropole, ce sont près de 1000 architectes qui ont réalisé 1,9 milliard de travaux en 2018. Okay. On va commencer avec les sujets du jour, donc les différentes questions en fait, que les personnes ici présentes souhaitent adresser aux candidats aux élections municipales. Arnaud Roussel-Couveau, en particulier, des questions récurrentes dans la métropole actuellement en matière de construction. C'est un sentiment en fait diffus, mais qui est partagé à la fois par des habitants et des élus. On aurait trop construit ces dernières années. Alors stop ou encore, est-ce qu'il faut faire une pause? Alors effectivement, quand on écoute les débats de ces élections municipales, il y a un sentiment général qui fait émerger l'idée selon laquelle il faudrait arrêter la construction de logements. Et j'allais dire avec un peu d'humour que c'est un peu déjà le cas, puisque nous venons d'avoir à fin 2019 les chiffres de l'immobilier neuf sur le territoire de Bordeaux Métropole, et nous avons constaté ce que nous avions prédit d'ailleurs, puisque ce sont les dépôts de permis de construire qui permettent d'apprécier la quantité de nouveaux logements mis en vente qui alimentent le marché. Il faut savoir que par rapport à 2018, en 2019, nous avons eu moins 30% de mise en vente. Donc les mises en vente, ce sont les chantiers de demain qui sont la conséquence de la limitation de délivrance des permis de construire, la limitation que l'on a constatée très fortement depuis mars 2018, 2 ans avant donc l'échéance électorale, où l'ensemble de la filière a du mal à se faire accompagner dans la volonté de produire du logement. Alors, il faut savoir, c'est un chiffre extrêmement important, que ce malthusianisme urbain est à mettre en perspective avec les 10 000 à 12 000 nouveaux habitants qui arrivent sur la métropole chaque année. Et ça, c'est un phénomène qui est assez récent, mais vous le savez, c'est une politique de long terme qui a été menée pour rendre la métropole bordelaise attractive. Cette réussite, elle est réelle. Il y a énormément de gens qui tapent à la porte de la métropole pour venir s'installer. Attractivité du territoire, évidemment, vous en connaissez toutes les raisons. Et la question que se pose la filière aujourd'hui, et je suis ravi que nous soyons tous unis autour de cette tribune, c'est de dire où allons-nous loger et dans quelles conditions l'ensemble de ces gens qui arrivent sur la métropole, et également où allons-nous loger ceux qui, pour des raisons évidentes, se rendent compte qu'il est compliqué de continuer à vivre dans le périurbain pour des raisons notamment, on le dit chacun au quotidien, des raisons de mobilité. Alors, d'autres parleront tout à l'heure des problématiques d'étalement urbain, puisqu'il faut savoir qu'il y a un cadre étatique et réglementaire au travers du zéro artificialisation nette qui va limiter considérablement la construction dans le périurbain dans les années qui viennent. Je pense que le modèle du périurbain a un peu vécu, c'est ce que nous dit en tout cas le ministre du Logement aujourd'hui. Et on a paradoxalement une population effectivement qui proteste
contre un trop grand nombre de logements. En tout cas, c'est le sentiment qui transparaît dans la population aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle les candidats aux élections relaient ce sentiment en disant on a trop construit, on va faire une pause. Et on entend un certain nombre de candidats nous dire ça. Et nous sommes extrêmement inquiets dans la mesure où on a quantifié le besoin en logement sur la métropole. C'est M. Patrick Bobet qui l'a fait en juillet 2019. Il a dit toutes catégories de logements confondus, logement social, logement intermédiaire, logement libre. Il faudrait que nous arrivions à produire 10 000 logements sur la métropole. Parce qu'il y a de la population qui arrive et il y a également des phénomènes que vous connaissez, notamment de décohabitation, qui font qu'on a besoin de plus en plus de logements sur ce territoire extrêmement attractif. On entend dire qu'il faudrait faire une pause parce qu'il n'y a pas suffisamment, notamment, d'équipements. Et nous nous posons la question de savoir si on ne pourrait pas, en même temps, développer des équipements qui effectivement font défaut aujourd'hui, mais continuer à produire du logement parce que de plus en plus nos concitoyens ne parviennent pas à se loger et notamment cette tension en termes de quantité entraîne des tensions sur les prix. Vous savez que le salaire moyen, le salaire médian pardon, est de l'ordre de 1 780 € sur la métropole et nous sommes malheureusement arrivés à des niveaux de prix, notamment sur Bordeaux, qui ne sont pas loin de 5 000 € du mètre carré, donc ce qui freine bien évidemment le parcours résidentiel. Donc nous nous sommes réunis aujourd'hui pour interpeller, nous ne sommes pas dans cette phase préélectorale pour faire des propositions, mais nous posons un diagnostic et nous demandons aux candidats de nous dire comment ils voient les choses, à la fois au niveau municipal, mais bien évidemment parce que la politique doit se faire au niveau métropolitain, au niveau de Bordeaux Métropole. Donc que souhaitent développer, mettre en œuvre les candidats pour limiter les prix, voire les faire baisser? Ont-ils des solutions? Que pensent-ils du logement intermédiaire, du logement abordable? Qu'en est-il également, et là il y a une injonction paradoxale, on veut de plus en plus de qualité, ce qui est compréhensible, on veut de plus en plus d'architecture, on veut de plus en plus de places de stationnement, paradoxalement, et on veut que nos villes soient de plus en plus désirables, de plus en plus vertes, avec des espaces publics de plus en plus qualitatifs. Donc tout ça, évidemment, ça entraîne une surenchère compréhensible pour autant, mais sur les prix de sortie, et donc on se pose la question de savoir à quel niveau on doit mettre le curseur pour parvenir à répondre à la demande de logement. Voilà ce que je voulais dire, voilà en quoi il me paraît essentiel d'interpeller dans le cadre de vos discussions avec les élus sur toutes les communes. Il n'y a pas que Bordeaux, la métropole c'est 28 communes sur lesquelles beaucoup de nouveaux arrivants, je disais tout à l'heure, arrivent. Et je voudrais dire qu'il faut faire très attention également à ne pas caricaturer l'organisation du territoire, dans le sens où on nous dit très souvent les logements, il faut arrêter d'en construire sur le cœur de la métropole, il faut aller en construire ailleurs et notamment en construire sur les opérations d'aménagement. On oppose souvent le secteur diffus au secteur de l'aménagement. Un seul chiffre pour répondre à cette problématique. Aujourd'hui, dans l'immobilier neuf sur la métropole, 60% des ventes se font sur le secteur diffus. Imaginez si, comme le proposent certains candidats, on arrêtait la production sur les opérations d'aménagement, ce serait une véritable catastrophe. On a produit en 2018, opérateurs sociaux et opérateurs privés, moins de 7 000 logements. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il en faudrait 10 000. Donc on prend 3 000 logements de retard chaque année. Donc si on arrêtait aujourd'hui de produire les logements comme certains le proposent, on arriverait à une situation d'explosion en termes de logement sur le territoire de la métropole. Virginie Gravière, le Conseil de l'Ordre met en avant le rôle des architectes dans la transformation environnementale et sociétale. Donc, vous, quelle est votre vision? Quels sont les moyens de concilier ces enjeux avec ceux de l'attractivité des territoires? Alors, en effet, les architectes jouent un pied dans la transformation écologique, environnementale et sociétale. Nous appelons à impulser un changement de modèle pour intégrer cette transition et à l'occasion des élections municipales, c'est le moment justement de partager cette vision avec l'ensemble des acteurs du cadre bâti et les citoyens. Collectivement, nous avons tous une responsabilité. Les politiques, les décideurs locaux qui font la ville et les territoires, les architectes et plus largement les bâtisseurs qui sont aussi des politiciens de la ville. Bien sûr, les citoyens, les habitants, nous pouvons et nous devons tous être des acteurs. Un des paradoxes que l'on peut identifier, un des plus en tout cas, c'est comment dépasser effectivement la notion de densité dont on pouvait évoquer tout à l'heure
qui, pour les acteurs de l'aménagement, est une des solutions parmi d'autres pour répondre aux problématiques environnementales et démographiques, tout en créant des conditions d'urbanité agréables et acceptables. Mais à côté de ça, les citoyens ont cette crainte certaine des nuisances urbaines dont ils peuvent se sentir victimes, et que 56% des Français veulent encore une maison individuelle. Donc, la question que j'ai envie de poser aux candidats, c'est pour répondre à une politique vertueuse qui est très attendue par les citoyens. Cela implique un changement radical de nos comportements, de nos façons de vivre, d'habiter, de se déplacer. Dans ce cas, quelles solutions envisagent les candidats pour construire une ville harmonieuse, frugale, résiliente et accueillante, adaptée aux défis climatiques et à la mixité sociale. Les professionnels qui fabriquent la ville et qui font partie sont prêts pour accompagner les élus dans leur choix, mais il faut avant tout qu'il y ait une volonté forte d'un réel changement et d'une politique forte qui se mette en place, une politique de l'aménagement. Tous les acteurs du cadre de vie sont mobilisés pour appliquer, pour expérimenter, développer ou proposer des alternatives positives et vertueuses. Le savoir-faire des architectes et leur expertise sont des atouts, on va dire, sur lesquels les élus peuvent s'appuyer, et au-delà de ça, c'est l'une des clés pour concevoir un aménagement de territoire responsable et attentif au bien-être